Pendant 30 ans, Rick Ness a parcouru le monde comme un homme ordinaire, portant un secret si soigneusement caché que personne autour de lui n'en a jamais soupçonné le poids. Les caméras qui ont suivi son périple ont filmé la dure réalité de l'extraction de l'or, la boue, le froid, les pannes mécaniques sans fin et les longues journées à la poursuite d'un objet enfoui profondément dans la terre. Les téléspectateurs croyaient voir l'histoire complète d'un homme à la recherche de la fortune dans la nature. Mais derrière ce visage familier et cette voix ferme se cachait une autre vie construite si discrètement et si délibérément que lorsqu'elle a finalement commencé à se dévoiler, même les personnes qui avaient travaillé à ses côtés pendant des années ont eu du mal à accepter ce qu'elles entendaient. Le public connaissait Rick comme le mineur se tenant à côté d'excavatrices rugissantes et de stations de lavage bruyantes, un homme dont la vie semblait définie par le cran et la persévérance. Pourtant, la vérité derrière cette image était bien plus compliquée que le récit télévisé ne l'a jamais suggéré. Pendant des décennies, il a porté un masque si naturel que personne ne l'a remis en question. Lorsque la vérité a finalement fait surface, elle n'a pas simplement révélé un chapitre caché de sa vie. Elle a exposé toute une histoire qui avait existé en parallèle avec celle que le monde croyait. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas sont apparus discrètement au cours de la 8e saison de Gold Rush. À l'époque, personne n'a reconnu ces moments comme des signaux d'alarme. Rick Ness a toujours été connu comme celui sur lequel on pouvait compter, l'homme sur lequel Parker Schnabel pouvait s'appuyer lorsque la pression du Klondike menaçait de briser des équipes moins importantes. Il était le mineur qui arrivait avant le lever du soleil et continuait à travailler bien après que les autres soient épuisés. Le genre de travailleur qui se plaignait rarement même lorsque le sol se transformait en boue épaisse ou que le vent glacial du Yukon traversait toutes les couches de vêtements. Pendant des années, cette réputation avait fait de lui l'un des membres les plus respectés de l'équipe. Mais au cours de cette saison, quelque chose de subtil a commencé à changer. Les membres de l'équipe ont remarqué que Rick avait commencé à prendre des appels téléphoniques à des heures étranges. Parfois, ces appels arrivaient tard dans la nuit, alors que la plupart des habitants du camp s'étaient déjà tus. D'autres fois, ils interrompaient sa journée de travail d'une manière qui semblait inhabituelle pour quelqu'un qui avait toujours été aussi concentré sur son travail. Lorsque quelqu'un s'interroge sur les interruptions, Rick répond comme il le fait toujours, il sourit, fait une blague et réoriente la conversation vers un endroit plus sûr. Le moment passe rapidement, mais les questions restent présentes dans l'esprit des gens. Un assistant de production s'est souvenu plus tard être passé devant la caravane de Rick à 3 heures du matin et avoir remarqué une faible lumière à travers la fenêtre. Curieux, il a frappé et est entré. Rick était assis à une petite table entourée de papiers épars qu'il a immédiatement rassemblés en une pile et mis de côté avant que quelqu'un ne puisse les lire. L'assistant avait supposé qu'il s'agissait de documents relatifs à des permis d'exploitation minière ou à des coûts d'équipement. Mais l'urgence avec laquelle Rick cachait ces documents semblait étrangement défensive. C'est le premier moment qui a amené quelqu'un à se demander discrètement ce qu'il avait exactement regardé si tard dans la nuit. Un autre membre de l'équipage se souvient d'un autre incident tout aussi étrange. Un soir, Rick a décliné une invitation à se joindre au reste de l'équipe pour une rare réunion après le travail. Il a expliqué qu'il était complètement épuisé et qu'il avait besoin de se reposer. Pourtant, 2 heures plus tard, ce même membre de l'équipe a aperçu Rick marchant lentement dans l'obscurité près de l'équipement minier. La lueur d'un téléphone satellite éclairait son visage, alors qu'il faisait des allers-retours entre les machines, parlant à voix basse à quelqu'un à l'autre bout de la ligne. Il ne s'agissait pas des habitudes d'un homme qui avait simplement le mal du pays ou qui était submergé par le travail. Ce schéma suggérait quelque chose de tout à fait différent. On sentait le comportement de quelqu'un qui protégeait quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser voir aux autres. La vie dans un camp minier rend généralement les secrets presque impossibles à garder. Les équipes passent 12 à 16 heures ensemble, chaque jour, travaillant côte à côte jusqu'à l'épuisement et la frustration. Avec le temps, le camp commence à fonctionner comme une petite ville isolée où tout le monde finit par apprendre l'histoire de tout le monde. Malgré cette proximité, Rick a réussi à créer des limites que personne ne pouvait franchir. Il était toujours amical, toujours accessible, mais il n'ouvrait jamais complètement la porte de son monde privé. Il riait avec l'équipage, partageait les repas et parlait des défis du travail. Mais il y avait toujours une petite distance entre lui et les gens qui l'entouraient. Il était présent, mais d'une certaine manière détaché, engagé dans le travail, mais mentalement quelque part bien au-delà du site minier boueux. La plupart de ses collègues mineurs pensaient que ce changement était simplement dû
a de nouvelles responsabilités. Après avoir quitté l'équipe de Parker Schnabel et créé sa propre exploitation minière, Rick s'est soudain retrouvé sous la pression de la direction. Diriger une entreprise dans l'impitoyable industrie minière, aurifère et se stressant, même sans les caméras de télévision qui documentent chaque succès et chaque échec. Le poids de la rémunération des employés et du fonctionnement des équipements peut écraser même les opérateurs expérimentés. Il semblait raisonnable de supposer que Rick se débattait simplement sous ce fardeau. Dans un environnement où les fortunes augmentent et diminuent avec chaque saut de gravier, le stress devient un compagnon constant. Mais les quelques personnes qui le connaissaient vraiment sentaient quelque chose de plus profond. Rick avait une lourdeur qui semblait plus ancienne que les champs d'or. Elle apparaissait dans les moments calmes où il fixait le paysage gelé, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur une distance que personne d'autre ne pouvait voir. La vérité était là depuis tout ce temps, cachée aussi discrètement qu'une pépite d'or enfouie sous des couches de gravier et d'argile. Chaque question détournée, chaque réponse vague, chaque frontière soigneusement maintenue n'avait qu'un seul but. Il protégeait une histoire qui s'étendait bien au-delà des années passées dans les mines du Yukon. Une histoire qui impliquait d'autres villes, d'autres identités et d'autres versions de Rick Ness que le public qui le regardait depuis son salon n'avait jamais rencontré. Ce que personne n'a encore compris, c'est que Rick Ness n'est pas venu dans les champs aurifères uniquement pour chasser la richesse. L'homme qui conduisait des excavatrices et des stations de lavage fuyait également quelque chose. Pendant 3 décennies, il a essayé de semer un passé qui refusait de disparaître. Bien avant que Rick Ness ne soit connu comme chercheur d'or, sa vie tournait autour d'une toute autre chose, la musique. Avant même d'avoir posé le pied sur une concession au Yukon, avant d'avoir appris le rythme des sluice box et des pader tricks, tenait une guitare basse dans ses mains. Et il n'était pas un musicien occasionnel comme les autres. Il était suffisamment talentueux pour que les gens de la scène locale commencent à croire qu'il pourrait faire une carrière dans ce domaine. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Rick jouait de la basse dans un groupe appelé The 308, basé à Milwaukee. Le groupe s'est forgé une réputation pour son mélange de rock et de musique alternative qui a rapidement attiré l'attention dans tout le Midwest. Il ne s'agit pas d'un groupe amateur qui donne des concerts occasionnels pour gagner de l'argent. Les 308 ont un management qui guide leur carrière. Ils ont une base de fans fidèles qui s'agrandit à chaque représentation. Plus important encore, les maisons de disques commençaient à s'intéresser au groupe. Rick s'est investi à fond dans ce groupe. Pendant la journée, il travaillait dans le bâtiment pour payer l'équipement, les locaux de répétition et le temps passé en studio. Le travail était épuisant, mais il permettait au groupe de continuer à aller de l'avant. Le soir, il se transforme en artiste se tenant sous les lumières de la scène, tandis que les foules se déplacent au son de la musique. Entre les concerts, le groupe s'entasse dans des fourgonnettes et traverse les États à la recherche de la prochaine occasion. Il partage des scènes avec d'autres groupes qui finiront par être reconnus au niveau national. Les initiés de l'industrie font l'éloge des démos qu'ils enregistrent, suggérant que le groupe a un réel potentiel. Pendant un moment, il semble que Rick Ness se tienne au bord de quelque chose d'extraordinaire. Mais derrière cette carrière musicale prometteuse, une autre histoire avait déjà commencé à se dérouler. Alors que Rick vivait publiquement la vie d'un musicien en difficulté, il construisait discrètement quelque chose de tout à fait différent. Pendant les pauses entre les tournées, lorsque le groupe rentrait chez lui et que les lumières de la scène s'éteignaient, Rick passait son temps à s'impliquer dans des entreprises commerciales qu'aucun de ses coéquipiers ne comprenait. Des investissements immobiliers sont apparus dans le cadre d'arrangements compliqués. Des partenariats dans des entreprises de construction se sont formés discrètement à l'insu de ses proches. Les transactions financières ont commencé à façonner une autre vie qui existait entièrement en dehors du monde de la musique. Ses coéquipiers ont remarqué qu'il disparaissait parfois pendant plusieurs jours sans prévenir. Lorsqu'ils lui demandaient où il était allé, Rick donnait de vagues explications sur des responsabilités familiales ou des questions personnelles. Les réponses ne semblaient jamais complètes, mais personne ne poussait trop loin. Ils se souviennent également des moments où Rick était injoignable lors de décisions importantes concernant l'avenir du groupe. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Les réunions ont dû être reportées. Les disputes ont suivi. À l'époque, ces conflits ressemblaient au chaos normal d'un groupe de rock en difficulté. Les musiciens ne sont pas toujours connus pour leur fiabilité et les disparitions occasionnelles étaient faciles à excuser.
Mais ce qui ressemblait à une simple désorganisation était en fait quelque chose de bien plus délibéré. Ce que le groupe ne savait pas, c'est que Rick avait des obligations dans une autre ville, des relations et des responsabilités qu'il gardait complètement séparées de son identité de musicien. Il vivait deux vies complètes à la fois. L'une appartenait au bassiste en quête de célébrité avec ses camarades, l'autre à un homme d'affaires qui construisait tranquillement quelque chose de bien plus compliqué. Maintenir cette séparation exige une discipline extraordinaire, surtout pour quelqu'un qui a à peine 20 ans. Chaque conversation, chaque horaire, chaque explication doit être soigneusement gérée pour éviter que les deux mondes n'entrent en collision. Pendant plusieurs années, il y parvient, mais la tension devient impossible à maintenir. La fin du groupe survient discrètement plutôt que de façon spectaculaire. Les maisons de disques refusent leurs dernières démos. Les tournées deviennent plus épuisantes qu'excitantes. Les membres du groupe commencent à prendre des directions différentes. Certains se marient, d'autres trouvent un emploi stable et fondent une famille. By 2006, The 308 joue son dernier spectacle. Pour la plupart des gens, il s'agissait de la conclusion naturelle d'un groupe qui n'avait tout simplement pas réussi à franchir le dernier obstacle au succès. Rick Ness, le musicien, semblait avoir disparu de la vie publique presque du jour au lendemain. Mais la réalité était plus compliquée que cela. Rick avait fait un choix. Il n'a pas abandonné ses entreprises secrètes pour se concentrer sur la musique, mais plutôt pour protéger la vie qu'il avait construite discrètement dans les coulisses. Le groupe, à bien des égards, avait été la couverture plutôt que le noyau. Lorsqu'il est devenu impossible de maintenir les deux identités, la carrière musicale a dû disparaître. Les amis de ces années-là ont décrit Rick comme étant de plus en plus distant pendant la dernière période du groupe. L'énergie qui alimentait autrefois ses performances a commencé à s'estomper. Il jouait toujours tous les concerts, se tenait toujours sur scène avec sa guitare basse, mais quelque chose avait changé dans sa présence. La passion qui le poussait autrefois à s'entraîner pendant des heures lui paraissait désormais mécanique, presque routinière. C'est un schéma qui se répétera des années plus tard dans les champs aurifères du Yukon, lorsque la pression de son passé caché recommencera à peser sur lui. La question que personne n'a pensé à poser à l'époque était de savoir pourquoi un musicien aussi prometteur s'éloignait si complètement. Pourquoi il parlait rarement de ces années-là? Pourquoi les tentatives des anciens membres du groupe de renouer le contact étaient accueillies par des réponses polies mais distantes? La communauté musicale de Milwaukee est très soudée et la disparition de Rick a intrigué beaucoup de monde. Pourtant, personne ne soupçonnait quelque chose de vraiment inhabituel. La réponse était à la fois simple et compliquée. Rick Ness a passé des années à se construire des mondes distincts. Et il sait que si ces mondes entrent en collision, tout ce qu'il a construit peut s'effondrer en un instant. La personne qu'il avait été pendant les années musicales savait des choses, avait fait des choses, avait des engagements qui ne pouvaient pas coexister avec l'image qu'il devait maintenir. Il a donc enterré cette version de lui-même et est passé à autre chose, laissant derrière lui des amis et des opportunités sans explication. Mais rien ne reste enterré pour toujours, surtout lorsque vous êtes sur une chaîne de télévision nationale. Le secret de famille. La vérité sur la situation familiale de Rick rend sa double vie presque incompréhensible dans sa complexité. Les archives publiques racontent une histoire que Rick n'a jamais partagée avec les téléspectateurs de Gold Rush, ni même avec la plupart des membres de son équipe. Certificat de mariage, acte de propriété, documents judiciaires. Tout indique que la vie de Rick Ness n'a rien à voir avec le récit présenté à la télévision. Rick s'est marié jeune, bien plus jeune qu'on ne le pense. Le mariage a eu lieu au début de la virgule 308, alors qu'il était à peine sorti de l'adolescence. Il ne s'agissait pas d'une vague erreur ou d'une impulsion de jeunesse. Il s'agissait d'une relation authentique qui a donné lieu à des engagements authentiques, y compris des enfants que Rick soutenait, mais dont il parlait rarement. La femme qu'il a épousée venait d'un monde différent de celui de la scène musicale ou des camps miniers. Elle venait d'une famille fortunée, qui avait des attentes en matière de vie privée et de discrétion. Lorsque le mariage s'est terminé, et il s'est mal terminé, avec des accusations et des batailles juridiques que le tribunal a scellées, une partie du règlement comprenait apparemment l'accord de Rick pour maintenir un profil bas concernant certains aspects de leur histoire commune. Cela explique beaucoup de choses sur le comportement de Rick au fil des ans. L'évitement de sa vie privée n'était pas un simple respect de la vie privée, c'était un silence contractuel. La réticence à parler de son passé n'était pas de la modestie, c'était une nécessité juridique. Chaque entretien devenait un champ de mine.
Chaque question personnelle nécessitait une navigation prudente pour éviter de violer des accords qui pouvaient avoir de graves conséquences financières et juridiques. Mais c'est là que les choses se compliquent. Même après la fin de son mariage, Rick a entretenu des relations avec des personnes de cette période de sa vie. Des partenaires commerciaux, des amis des relations, qui sont restés complètement séparés de sa personnalité publique. Il disait aux membres de l'équipe minière qu'il allait rendre visite à sa famille à Milwaukee, ce qui était techniquement exact, mais la famille en question n'était pas celle que l'on imaginait. D'anciens collègues de l'époque de la construction se souviennent de Rick comme de quelqu'un qui semblait toujours concilier de multiples obligations. Il recevait des appels qui le rendaient nerveux et il s'excusait pour avoir des conversations privées. Il arrivait parfois sur les chantiers avec l'impression de ne pas avoir dormi, portant le poids de situations dont il ne pouvait pas parler. Le stress était visible, mais inexplicable, créant une distance même parmi les personnes qui se considéraient proches de lui. Un incident particulièrement révélateur s'est produit en 2012, des années avant la ruée vers l'or, mais pendant les premiers jours de travail de Rick dans les champs aurifères de l'Alaska. Un ancien partenaire commercial l'a retrouvé et s'est présenté à l'improviste au camp minier où Rick travaillait. La confrontation a été brève, mais suffisamment intense pour que les autres travailleurs la remarquent. Rick a renvoyé la personne, mais pas avant de lui avoir promis de s'occuper d'une obligation non spécifiée. Ceux qui ont été témoins de cet échange affirment que Rick a été ébranlé pendant des jours. C'était avant qu'il ne passe à la télévision, avant qu'il n'ait une quelconque notoriété à protéger. Ce qu'il protégeait à l'époque était purement personnel, ce qui suggère que les racines de sa vie cloisonnée étaient plus profondes qu'on ne le soupçonnait. Les enfants issus de son premier mariage ont grandi en grande partie sans que leur père n'exerce de fonction publique. Rick leur a apporté un soutien financier qui a été documenté, mais a maintenu des limites strictes quant à son implication dans leur vie, en particulier lorsqu'il est devenu une personnalité de la télévision. On ne sait pas si c'était son choix, la demande de leur mère ou un accord mutuel. Ce qui est certain, c'est que Rick a vécu avec la douleur de cette séparation tout en projetant une image de célibataire insouciant devant la caméra. Ce qui est clair, c'est que Rick a construit un mur entre sa vie à la ruée vers l'or et tout ce qui l'a précédé. Il n'a jamais ramené les membres de l'équipe à Milwaukee, n'a jamais présenté les amis de la mine à de vieux amis de l'époque de la musique ou des années de construction, n'a jamais permis à des mondes de se chevaucher. Le cloisonnement était absolu et épuisant. Le poids psychologique du maintien de séparation aussi rigide a dû être énorme. Imaginez que vous célébriez une importante découverte d'or en sachant que vous ne pouvez pas partager ce succès avec les personnes qui vous connaissaient auparavant. Imaginez que vous soyez confronté à l'échec devant les caméras, tout en devant faire face à des obligations privées que personne ne comprend. Imaginez la vigilance constante nécessaire pour ne jamais commettre d'erreur, ne jamais révéler accidentellement un détail qui ne cadre pas avec le récit officiel. Le personnage de Rick à l'écran, le mineur laborieux et simple, n'était pas vraiment factice. Le vrai Rick Ness était quelqu'un qui jonglait avec de multiples identités, de multiples responsabilités, de multiples versions de la vérité, qui ne pouvaient jamais converger jusqu'à ce qu'elle le fasse. Ombre financière. La piste de l'argent est peut-être la partie la plus fascinante de la vie cachée de Rick, parce qu'elle révèle un esprit beaucoup plus stratégique et calculateur que son image à l'écran ne le laissait supposer. Alors que les téléspectateurs de la ruée vers l'or regardaient Rick se débattre avec des pannes d'équipement et des nettoyages décevants, peu d'entre eux se rendaient compte que l'exploitation minière était loin d'être sa seule source de revenus ou d'intérêts financiers. Des documents révèlent un réseau d'entités commerciales, d'investissements et de partenariats que Rick a mis en place pendant des décennies, dont beaucoup sont antérieures de plusieurs années à sa carrière à la télévision. Au début des années 2000, Rick était répertorié en tant que directeur de plusieurs sociétés à responsabilité limitée, opérant principalement dans le Wisconsin et dans le Montana. Il ne s'agissait pas de mines d'or, mais d'entreprises de construction et de sous-traitance ou de sociétés immobilières. Certaines ont réussi, d'autres ont été dissoutes au bout de quelques années. Mais le schéma qu'il révèle est frappant. Rick mettait en place une infrastructure financière totalement indépendante de sa vie publique. L'une de ces entités fascinantes était une société de gestion immobilière enregistrée en 2004. Cette société possédait plusieurs propriétés résidentielles que Rick utilisait apparemment comme investissement locatif. Les revenus tirés de ces propriétés lui ont procuré des liquidités régulières pendant les années de vaches maigres entre la fin de sa carrière musicale
et son éventuelle apparition dans Gold Rush. Alors qu'il se présentait comme désespéré de trouver de l'or, il percevait en réalité des chèques de location mensuels que la plupart des membres de son équipe n'auraient jamais pu imaginer. Mais ce qui est remarquable, c'est que Rick n'a jamais parlé de ses investissements à qui que ce soit dans ses opérations minières. Lorsque les membres de l'équipe se plaignaient de leurs difficultés financières ou évoquaient leurs rêves quant à ce qu'ils feraient avec leurs gains d'or, Rick leur témoignait de la compassion comme s'il était dans la même situation qu'eux. Il a entretenu l'image d'un minier à fond dépendant du succès de chaque saison, alors qu'en réalité, il disposait d'un filet de sécurité que la plupart de ses collègues ne pouvaient pas imaginer. Était-ce trompeur? Peut-être. Mais c'était aussi stratégique. Rick a compris que le fait de paraître financièrement désespéré lui donnait de la crédibilité. Les mineurs font confiance à d'autres mineurs qui partagent leurs difficultés. Révéler qu'il avait des sources de revenus extérieures aurait fondamentalement changé la façon dont les gens le percevaient et aurait pu nuire à l'authenticité qui le rendait convaincant à la télévision. Le mineur en difficulté était plus compréhensible que l'investisseur avisé. La complexité financière s'étend à la manière dont Rick a structuré ses revenus de la ruée vers l'or. Plutôt que de déposer simplement son salaire sur un compte personnel, il a acheminé les paiements par l'intermédiaire de diverses entités commerciales, créant ainsi des couches de confidentialité financière qui ont servi à des fins multiples. Cette structure a permis de protéger ses actifs contre d'éventuelles poursuites judiciaires, de mettre ses revenus à l'abri des réclamations des personnes qui auraient pu les réclamer dans le passé, et de créer des avantages fiscaux que la plupart des membres de son équipe n'ont jamais envisagés. Les conseillers financiers qui ont examiné les déclarations publiques de Rick les décrivent comme étonnamment sophistiquées pour quelqu'un qui se présente comme un simple mineur de la classe ouvrière. Le niveau de planification suggère que Rick a bénéficié d'excellents conseils professionnels ou qu'il possède un sens financier qu'il a délibérément minimisé. Quoi qu'il en soit, cela représentait une autre couche de sa double vie. L'homme d'affaires avisé sur le plan financier se cachant derrière le personnage du simple chercheur d'or. Il y a aussi la question des prêts et des investissements que Rick a fait à diverses personnes au fil des ans. De nombreuses sources décrivent Rick aidant discrètement des personnes sur le plan financier d'anciens camarades de groupe confrontés à des difficultés d'anciens collègues du bâtiment, faisant face à des situations d'urgence et même des membres de la famille de cette partie scellée de son passé. Ces transactions étaient toujours privées, souvent structurées comme des arrangements commerciaux, plutôt que comme des cadeaux personnels, et jamais rendus publics. Cette générosité était authentique, mais stratégiquement cachée, pour maintenir l'image qu'il avait cultivée. Cette double vie financière a créé des tensions intéressantes. Pendant les saisons minières difficiles, lorsque l'exploitation de Rick perdait réellement de l'argent, il percevait simultanément des revenus locatifs et des retours sur d'autres investissements. Il exprimait sa frustration devant la caméra, et cette frustration était réelle, mais les enjeux n'étaient pas aussi désespérés qu'ils le paraissaient. La vérité émotionnelle était authentique même si le tableau financier était incomplet. L'ombre financière la plus importante, cependant, concerne un partenariat commercial qui a failli tout faire dérailler. Dans 2016, juste au moment où le profil de la ruée vers l'or de Rick augmentait, un ancien partenaire commercial a déposé une plainte, alléguant que Rick n'avait pas honoré certaines obligations financières datant de l'époque où ils travaillaient ensemble dans la construction. La plainte a été réglée discrètement et scellée, mais pas avant d'avoir créé une crise qui a obligé Rick à mobiliser des ressources et des conseils juridiques que sa personnalité minière ne pouvait pas facilement expliquer. Cet incident a mis en lumière la tension fondamentale de la double vie de Rick. Plus il réussissait publiquement, plus il devenait vulnérable. La célébrité apportait des récompenses financières, mais augmentait aussi le risque que quelqu'un de son passé y voie une occasion d'exploiter d'anciennes relations ou obligations. Les projecteurs qui l'ont rendu riche ont également fait de lui une cible. La solution de Rick a été de se cloisonner encore plus. Il a créé des trusts et il a créé des entités commerciales supplémentaires et mis de la distance entre son image publique et sa réalité financière privée. Cela a fonctionné, mais a nécessité une vigilance constante et le genre de stress qui finit par avoir raison de tout le monde. Le point de rupture. Tout a commencé à s'effilocher à l'automne de 2020 et un virgule. Mais le public ne l'apprendra que près de 2 ans plus tard. Rick vient de terminer une saison minière difficile. Les blessures, les pannes d'équipement et les quantités d'or décevantes ont démoralisé son équipe
et mis son exploitation en difficulté financière, cette fois-ci, une difficulté que ses investissements extérieurs ne pourront pas facilement compenser. Mais les difficultés professionnelles n'étaient rien en comparaison de ce qui se passait dans sa vie personnelle. Quelqu'un du passé de Rick, une personne liée à ses dossiers judiciaires scellés et à ce mariage précoce, a décidé que suffisamment de temps s'était écoulé et que suffisamment de choses avaient changé pour que les anciens accords n'aient plus besoin d'être honorés. On ne sait pas exactement quel moyen de pression a été utilisé ou quelles exigences ont été formulées, mais l'effet a été immédiat et dévastateur. Rick devient de plus en plus erratique. Les membres de l'équipe remarquent qu'il a des conversations téléphoniques animées qui le laissent visiblement ébranlé. Il commence à manquer des réunions de production, ce que le célèbre Rick si fiable n'avait jamais fait auparavant. Il ne se concentre plus sur l'exploitation minière, ce qui met en péril la sécurité et la productivité. L'équipement reste inutilisé pendant que Rick répond à des appels téléphoniques. Les réunions d'information sur la sécurité sont écourtées. L'homme qui avait bâti sa réputation sur la constance est devenu imprévisible. Le point de rupture s'est produit au cours de ce qui aurait dû être une interview de routine. Un producteur a posé à Rick une question simple sur son parcours, le genre de question personnelle qui donne généralement lieu à une réponse pratiquée et confortable. Quelque chose à propos de la famille, quelque chose d'anodin. Mais cette fois, quelque chose a craqué. Rick s'est levé, a enlevé son micro et a quitté le plateau. La production s'est arrêtée pour la journée. Les personnes présentes décrivent cet événement comme totalement anormal. Un moment où le cloisonnement minutieux que Rick avait maintenu pendant des décennies a tout simplement échoué. Le masque est tombé non pas progressivement mais d'un seul coup. Et tous les spectateurs savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose d'important même s'ils ne comprenaient pas quoi. Ce qui a suivi a été une période de crise privée intense. Rick s'est absenté du tournage pour des raisons personnelles. L'histoire officielle était suffisamment vague pour éviter les spéculations, mais les personnes proches de la situation savaient qu'il se passait quelque chose d'important. Des rumeurs ont circulé au sein de l'équipe. Était-il malade? Y avait-il un décès dans la famille? Avait-il des ennuis judiciaires? La vérité était plus grande et plus petite que toutes ces spéculations. Pendant ces semaines loin des caméras, Rick a apparemment pris une décision cruciale. Il avait fini de se cacher. Non pas parce qu'il voulait s'exposer, mais parce que maintenir une double vie était devenu insoutenable. Le stress affectait sa santé, ses relations et sa capacité à faire le travail qu'il aimait vraiment. Quelque chose devait céder et cela ne pouvait pas être sa santé mentale. Il a tendu la main à des personnes qu'il avait tenues à distance pendant des années. D'anciens membres du groupe des 308 ont reçu des appels inattendus, des conversations confuses où Rick a tenté d'expliquer des décennies de distance. D'anciens partenaires commerciaux ont eu des nouvelles de lui pour la première fois depuis plus d'une décennie, recevant des excuses pour les avoir abandonnés des années plus tôt. Même les membres de la famille, qui avaient été tenus à l'écart de sa vie à la ruée vers l'or, ont été introduits dans la conversation lentement et prudemment. Les révélations ont apparemment été mutuelles. Tout comme Rick s'est ouvert sur son présent caché, il a appris des choses sur son passé que d'autres lui avaient cachées. Des décisions ont été prises en son nom, des accords ont été signés sans qu'il les comprenne parfaitement. Des obligations ont été créées et modifiées au fil des ans, sans qu'il en ait été informé ou qu'il y ait consenti. L'image de sa vie qui en ressort est encore plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Des équipes juridiques sont impliquées, des médiateurs sont sollicités. La structure complexe de la double vie de Rick doit être démantelée avec soin pour éviter de blesser les personnes innocentes qui s'y sont trouvées mêlées au fil des ans. Les enfants qui méritaient d'être protégés, les ex-conjoints qui avaient tourné la page, des partenaires commerciaux qui avaient signé des accords de confidentialité. Le démêlage a été délicat et douloureux. Des amis ont décrit cette période comme celle où Rick était à la fois libéré et terrifié. Libéré parce qu'il pouvait enfin cesser de maintenir une séparation épuisante entre ses différentes vies. Effrayé parce qu'il n'avait aucune idée de la façon dont la vérité affecterait sa carrière, ses relations ou sa réputation. Les gens comprendraient-ils? Se sentirait-il trahi? Sa vie soigneusement construite s'effondrerait-elle complètement? La communauté minière qui avait adopté Rick comme l'un des leurs apprendrait qu'il avait été plus complexe qu'elle ne le pensait. Le public de la ruée vers l'or qui s'était investi dans son histoire d'employé de Parker à opérateur indépendant allait découvrir que des éléments clés de son passé avaient été soigneusement omis. Son équipe qui lui avait fait confiance en tant que franc-tireur allait devoir réconcilier la personne qu'elle connaissait avec les éléments qu'il avait cachés. Les initiés de l'industrie se demandaient si la chaîne Discovery Channel allait poursuivre son histoire.
Il y a eu des conversations sur la part de vérité qui pouvaient ou devaient être partagées à l'antenne sur les considérations juridiques et sur les implications contractuelles. Des problèmes de gestion de l'image. La chaîne avait beaucoup investi dans le personnage de Rick et cette révélation menaçait cet investissement. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit lorsque la vérité a commencé à être révélée de manière contrôlée à ceux qui avaient besoin de savoir. La plupart des gens n'étaient pas en colère, mais étonnamment compréhensifs. La réaction générale était moins de se demander comment vous osiez cacher cela que de se dire qu'il devait être épuisant de le porter seul pendant si longtemps. La capacité humaine d'empathie, lorsqu'on lui donne le contexte complet, s'est révélée plus grande que Rick ne l'avait craint. Les personnes qui ont appris l'existence d'un mariage précoce de dossiers scellés de complexité financière et de décennies de cloisonnement minutieux ont surtout ressenti de la sympathie plutôt que de la trahison. Elles ont reconnu la position impossible dans laquelle Rick s'était trouvé et ont respecté la dignité avec laquelle il avait essayé de la gérer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conséquences. Certaines relations ont souffert. Certaines personnes ont eu le sentiment qu'on leur avait menti même si c'était surtout par omission. Certains accords commerciaux ont dû être renégociés ou dissous, maintenant que l'ensemble du tableau était visible. La confiance, une fois rompue, nécessite du temps pour être reconstruite. Mais l'effondrement catastrophique que Rick avait craint la destruction de tout ce qu'il avait construit ne s'est pas produit. Au lieu de cela, il est entré dans une période de reconstruction complexe, mais finalement constructive, créant une vie qui ne nécessitait pas autant de secrets. Rédemption et réalité. Aujourd'hui, Rick Ness opère avec une transparence qui aurait été impensable il y a seulement quelques années, bien que la plupart des détails spécifiques restent privés. Les dossiers judiciaires scellés restent scellés, protégeant les personnes qui n'ont jamais demandé à faire partie d'un récit de télé-réalité. Les dispositions financières exactes ont été restructurées mais ne sont pas rendues publiques. Les liens familiaux de son passé sont toujours maintenus de manière discrète. Mais la malhonnêteté fondamentale et la prétention que Rick Ness le mineur était le Rick Ness complet ont pris fin. Depuis son retour à la ruée vers l'or, Rick s'est montré nettement plus ouvert sur sa complexité dans les interviews. Il reconnaît un passé dans la musique sans s'y attarder. Il admet avoir des intérêts commerciaux en dehors de l'exploitation minière, mais ne les détaille pas. Il fait référence à des obligations personnelles sans les exploiter à des fins dramatiques. La différence est subtile, mais significative pour ceux qui y prêtent attention. Cette version de Rick est plus authentique précisément parce qu'elle est moins complète. Il a établi des limites saines plutôt que des murs artificiels. La différence est subtile, mais significative. Les limites disent que cette partie est privée, alors que les murs disent que cette partie n'existe pas. Rick a passé des décennies à construire des murs. Maintenant, il maintient des limites, et la différence psychologique est profonde. Son équipe de mineurs, dont beaucoup ont appris au moins une partie de la vérité pendant la période de crise, rapporte qu'il est plus facile de travailler avec Rick maintenant. La tension qui émanait de lui a diminué. Il est plus présent, plus engagé, moins distrait par la nécessité de maintenir des réalités distinctes. Les réunions de sécurité sont à nouveau approfondies. L'équipement reçoit l'attention dont il a besoin. Le fiable Rick est de retour, mais avec une profondeur qui n'était pas visible auparavant. Le public de Gold Rush a largement adopté ce Rick légèrement différent. Les taux d'audience pour ses intrigues sont restés élevés. Les indices de complexité le rendent plus intéressant, pas moins. Les gens apprécient qu'il soit une vraie personne avec un vrai passé plutôt qu'un personnage bidimensionnel jouant un rôle. Les imperfections le rendent racontable d'une manière que la perfection ne pourrait jamais faire. La relation de Rick avec les médias sociaux a également évolué. Alors qu'il ne publiait auparavant que du contenu minier soigneusement sélectionné, il partage désormais occasionnellement des aperçus d'autres intérêts et aspects de sa vie. Rien qui ne porte atteinte à la vie privée des autres, mais suffisamment pour brosser un tableau plus complet de la situation. Des photos d'événements musicaux auxquels il assiste. Des références à des projets de construction pour lesquels il est consultant. La reconnaissance d'une vie au-delà des revendications. Les entités financières et les investissements se poursuivent. Mais désormais, certains membres de son équipe en sont conscients et y participent même. Rick a aidé plusieurs membres de l'équipe à créer leur propre structure commerciale, transmettant des connaissances qu'il gardait auparavant cachées. Cette générosité a renforcé son leadership au lieu de l'affaiblir. Son équipe le respecte davantage et non moins pour avoir construit quelque chose au-delà de l'exploitation minière.
Plus important encore, Rick a renoué avec certaines parties de son passé de manière plus saine. Il a assisté à des réunions avec d'anciens camarades du groupe 308, il a rétabli des liens avec des personnes qui travaillaient à l'époque de la construction. Il a trouvé des moyens d'honorer son histoire plutôt que de la dissimuler. La communauté musicale de Milwaukee l'a accueilli non pas comme une star qui revient, mais comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment quitté ses cœurs. Les enfants issus de son premier mariage restent privés comme il se doit. Néanmoins, des sources proches de la situation indiquent que ces relations ont évolué positivement maintenant que Rick ne gère plus des identités publiques et privées concurrentes. Être père à distance reste compliqué, mais c'est moins douloureux lorsque vous n'avez pas à faire semblant que la distance n'existe pas. Il a été question que Rick écrive des mémoires ou produise un documentaire plus approfondi sur son parcours. Jusqu'à présent, il a décliné ses opportunités. On a l'impression que Rick n'a aucun intérêt à tirer profit de la révélation de sa double vie. Pour lui, l'intérêt était d'y mettre fin et non de l'exploiter. Certaines histoires sont précieuses précisément parce qu'elles restent en partie non racontées. Dans The Goldfields, Rick continue de faire face aux mêmes défis que tous les mineurs. Les pannes d'équipement, les conditions météorologiques, la géologie et l'économie. Mais il les affronte maintenant en tant que personne à part entière, plutôt que sous la forme d'une version soigneusement éditée pour cacher la complexité. Lorsque l'équipement tombe en panne, il n'a pas à s'inquiéter de maintenir une fausse image. Lorsque les totaux d'or sont décevants, il peut être sincèrement déçu sans avoir à subir le poids de pressions cachées. Ses collègues décrivent un changement subtil dans son comportement. L'attitude prudente qui le caractérisait autrefois s'est atténuée. Il rit plus facilement, il partage plus facilement. Il semble, selon les mots d'un membre de longue date de l'équipage, comme quelqu'un qui s'est débarrassé d'un poids trop lourd qu'il portait depuis trop longtemps. Le soulagement est visible pour tous ceux qui l'ont connu auparavant. L'ironie est que l'histoire de Rick s'est avérée plus captivante en raison de sa complexité que malgré elle. Les spectateurs se sentent concernés par la lutte, par l'imperfection humaine, par la réalité désordonnée de la navigation dans les exigences concurrentes de la vie. Un personnage parfait inspire la distance, alors qu'une personne imparfaite, compliquée et authentique inspire la connexion. La double vie de Rick Ness n'a pas été entretenue par méchanceté. Il a été construit à partir d'une combinaison de nécessités juridiques, de stratégies financières, de protection personnelle et du désir très humain de contrôler son propre récit. Il a été maintenu à un coût personnel énorme pendant des décennies de vigilance et de stress. L'énergie requise pour faire tourner toutes ces plaques, pour s'assurer qu'aucun monde n'entre en collision, pour maintenir l'illusion de la simplicité, tout en gérant une complexité extraordinaire, était surhumaine et finalement insoutenable. Son effondrement n'a pas été un scandale, mais plutôt un soulagement pour Rick et tous ceux qui l'aimaient. Le parcours de Rick Ness du secret fracturé à l'authenticité intégrée est riche d'enseignements pour tous ceux qui luttent contre le poids des vérités cachées. Son histoire prouve que l'énergie dépensée à maintenir des murs entre différentes parties de nous-mêmes pourrait être mieux investie dans la construction d'une vie dont nous n'avons pas besoin de nous cacher. Quelle partie de vous-même gardez-vous séparée alors qu'elle pourrait être plus forte ensemble? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inédites du monde de la ruée vers l'or et d'ailleurs.